édition spéciale Notre-Dame de Paris dévastée par les flammes. La France est en deuil lundi soir, premier jour de la Semaine Sainte. Un incendie d'origine inconnue est survenu dans les combles de la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Après des heures de lutte acharnée contre les flammes, les sapeurs-pompiers sont parvenus à sauver la structure. L'essentiel du trésor de la cathédrale a été mis à l'abri. Le drame a insufflé un élan de communion en France et dans le monde. Madame, Monsieur, bonsoir. La France se réveille meurtrie après le terrible incendie survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les soldats du feu ont lutté une large partie de la nuit pour sauver la structure de l'édifice. La France, la nation et la civilisation européenne se réveillent meurtries. Lundi soir vers 18h50, un violent incendie s'est déclaré dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les flammes ont rapidement pris de l'ampleur pour dévorer la gigantesque forêt de ce haut lieu du patrimoine mondial. Il aura simplement fallu quelques dizaines de minutes pour observer, impuissant, l'effondrement de la symbolique flèche qui trônait à 96 mètres dans les cieux au-dessus de la cathédrale. Datant de 1859, la flèche de la croisée du transept était l'une des parties les plus récentes de l'édifice. La chute de ces 500 tonnes de bois en flammes a dispersé un peu plus l'incendie, contre lequel les soldats du feu n'ont eu de cesse de se battre toute la nuit. Le porte-parole des pompiers a pu annoncer ce mardi matin que le feu était désormais éteint. L'ensemble du feu est éteint. La phase est désormais à l'expertise. Et c'est pour cette raison qu'un ensemble d'experts analyse l'ensemble des structures pour constituer les phases qui suivront, à savoir la consolidation, à savoir l'analyse de l'ensemble de l'édifice pour estimer l'engagement de ces experts et des pompiers de Paris. Plus de 400 pompiers étaient mobilisés pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé dans la cathédrale. Un combat au péril de leur vie que les Parisiens n'ont pas manqué de féliciter. Grâce à l'acharnement et l'expertise des pompiers, la façade de la cathédrale a pu être préservée des flammes, à l'instar des deux tours principales. Mais de nombreuses interrogations sur la structure demeurent, comme le rappelle le secrétaire d'État Laurent Nunez. Le sujet de la nuit, c'était bien sûr la maîtrise du feu, éviter que le feu ne reparte. Et effectivement, il y a eu de nouveau quelques départs de feu dans les tours, mais qui ont été maîtrisés par l'important dispositif qui avait été déployé. Et donc là, le sujet maintenant, le péril du feu étant écarté, c'est le sujet bâtimentaire, savoir comment la structure va résister au très grave incendie de cette nuit. Et donc il y aura tout à l'heure à 8h ici une réunion notamment avec des experts, avec des architectes des bâtiments de France pour essayer de déterminer si la structure est stable et si les sapeurs-pompiers peuvent s'engager à l'intérieur pour continuer leur mission. Et ajoutons que le drame n'a pas fait de mort. En revanche, un sapeur-pompier a été blessé au cours de l'intervention. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a également attaqué directement le trésor de l'édifice. Si certains objets sont perdus à jamais, d'autres ont pu être sauvés. État des lieux. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, la cathédrale gothique abritait en son sein un trésor composé d'objets, reliques ou tableaux de grande valeur culturelle et spirituelle. Des travaux avaient été engagés par l'État pour rénover l'édifice, comme nous le rappelle Régis de Savignac, président de l'association SOS Paris, une association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Ça fait partie de ces monuments comme les Invalides, si vous voulez, c'est l'État qui est propriétaire et donc c'est à la charge de l'État. Mais l'État avait effectivement dit, bon, nous on n'a pas suffisamment d'argent pour faire cette rénovation, donc on fait un appel à la générosité et il y avait déjà des souscriptions qui avaient été faites auprès de mécènes, si vous voulez, français et même étrangers. La charpente de la cathédrale, qui datait du XIIIe siècle, était l'une des plus anciennes de Paris. Surnommée la Forêt, en référence au très grand nombre d'arbres utilisés pour la bâtir, elle mesurait une centaine de mètres de long pour 13 mètres de large. Celle-ci a malheureusement été l'une des parties les plus touchées par les ravages de l'incendie. Les 16 sculptures de cuivre installées autour de la flèche avaient quant à elles été enlevées quelques jours plus tôt dans le cadre des travaux de rénovation. La flèche de Viollet-le-Duc, datant du XIXe siècle, est pour sa part intégralement perdue, comme le montrent les images.
Concernant le trésor de la cathédrale, c'est-à-dire les reliques sacrées, il a pu être sauvé. Il s'agit notamment de la couronne d'épines, d'un morceau de la croix, des clous, de la tunique et de la discipline de Saint-Louis. Parmi les objets préservés, on retrouve également une garniture avec une croix, 6 chandeliers, 2 grands bougeoirs et les garnitures des 20 autels latéraux, ainsi que la châsse de procession. Un tableau de Lubin Bogin aurait également été sauvé. Le recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet, a salué le travail des pompiers qui ont tenté de sauver des tableaux, même si les plus grands n'étaient pas récupérables. C'est le cas des grands mets de la cathédrale, des toiles offertes par la Corporation des Orfèvres entre 1630 et 1707. Sur les 76 grands mets, 13 étaient exposés. L'orgue datant du XVe siècle a été épargné par les flammes, mais il a été largement arrosé et serait fortement endommagé, tout comme les vitraux des rosaces. Une partie non négligeable du patrimoine aura donc été sauvée, mais au-delà du seul cas de la cathédrale, c'est l'ensemble du patrimoine parisien et tout particulièrement de ses églises qui sont aujourd'hui en péril. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il est absolument important que les budgets soient augmentés pour, justement, maintenant qu'on a ce genre d'expérience, pour éviter des catastrophes comme il y a failli avoir une catastrophe à Saint-Augustin il y a 4 ans, quand une statue est tombée devant le porche, etc. Donc il y a d'autres possibilités qui est encore des accidents ici ou là, et c'est pour ça que nous attirons l'attention de la ville en disant le patrimoine, il faut l'entretenir. D'abord parce que c'est un patrimoine très visité, et ensuite pour éviter des accidents. C'est absolument nécessaire. Le manque de moyens et de vision à long terme de la municipalité pourrait voir de nouveaux drames se profiler. L'annonce faite par Anne Hidalgo de débloquer 50 millions d'euros pour Notre-Dame ressemble bel et bien à un petit coup de communication, cette dernière n'ayant jusqu'à présent pas été très sensible à la cause des églises de Paris, pourtant en piteux état. Le monde du patrimoine et de l'histoire s'est ému de la catastrophe et a rapidement fait part de sa colère à l'image du rédacteur en chef de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, pour qui le drame aurait pu être évité. Ce dernier met en cause les conditions du chantier. Les historiens de l'art et du patrimoine pointent d'ailleurs du doigt les trop faibles budgets alloués à l'entretien des monuments historiques, à l'image de Jean-Michel Legnaud, président du Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine, pour qui l'incendie est le résultat d'une incurie collective. Et notons également que l'aumônier des pompiers, le père Fournier, s'est rendu dans la cathédrale pour sauver le Saint-Sacrement et la couronne d'épines. Les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu ont fait le tour du monde. À Paris, nombreuses étaient les personnes rassemblées aux alentours, le souffle coupé par les flammes et le cœur meurtri face à la tragédie. Dès les premières minutes de l'incendie, la foule s'est spontanément rassemblée aux alentours de la cathédrale Notre-Dame attaquée par les flammes. Les prières et les pensées de toute une nation ont entouré les soldats du feu face au danger qui s'emparait de cet édifice si symbolique. Philippe Conrad, historien et président de l'Institut Iliade, revient sur ce haut lieu de mémoire civilisationnelle. Notre-Dame, c'est un symbole évidemment très fort de notre histoire nationale. Notre-Dame fait partie de ces fameux lieux de mémoire chers aux historiens qui considèrent qu'elle représente, elle correspond à un moment majeur évidemment de notre Moyen-Âge, puisque, je le rappelle, elle a été construite à partir du milieu du XIIe siècle, en gros, que sa construction a duré presque jusqu'au début du XIVe. Et puis Notre-Dame a été le théâtre d'événements majeurs. Tous les observateurs ont signalé, bien sûr, les cérémonies liées aux obsèques de personnalités marquantes telles que le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand. Je rappelle aussi le fameux Te Deum de 1944 dans Paris libéré, qui est dans toutes les mémoires.
Donc Notre-Dame a accompagné l'histoire de France pendant plus de 8 siècles. Notre-Dame fait partie de notre imaginaire collectif, ne serait-ce qu'à travers d'ailleurs le roman fameux de Victor Hugo, qui s'est imposé depuis le 19e siècle comme l'une des références majeures en matière de roman historique. Notre-Dame, certains l'ont signalé hier, bien sûr, c'est un monument qui témoigne de la mémoire catholique, de l'identité catholique de la France, mais cela va bien au-delà, bien sûr. C'est un monument majeur de notre histoire. C'est un monument qui exprime une spiritualité qui dépasse, encore une fois, le seul domaine, le seul cadre de l'héritage catholique. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que notre ami Dominique Vénère avait choisi de s'y donner la mort volontaire que l'on sait, pour se réinscrire en quelque sorte dans cette longue durée française, se réinscrire dans cette identité française multiséculaire qu'incarnait si bien la cathédrale Notre-Dame. L'embrasement de la cathédrale Notre-Dame de Paris était un véritable choc. Avec les flammes s'évaporaient des pans entiers de notre histoire et de notre civilisation. À mesure que le feu s'emparait de l'édifice, s'évanouissait un peu l'âme de plusieurs générations d'orfèvres qui se sont succédés au cours de près de 2 siècles pour bâtir l'un des plus majestueux monuments du monde. C'est toute cette histoire menacée qui a bouleversé le monde entier. Des réactions venues de partout se sont fait connaître. Donald Trump, le président américain, n'a pas tardé à dire son émoi face à la tragédie sans se priver d'un conseil inopérant aux sapeurs-pompiers. En effet, l'emploi de Canadair aurait mis en péril encore un peu plus l'édifice avec la pression de l'eau. En France, toute la classe politique a dignement témoigné de sa tristesse face à la tragédie, avec plus ou moins de tact. Presque unique voix discordante, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, une officine du Parti socialiste. C'est le cas d'une membre du bureau national, Hafsa Askar, qui a raillé la tristesse des Français en évoquant des gens qui pleuraient des bouts de bois, estimant que l'identité française était un truc de petits blancs. Une plainte devrait être déposée. Mis à part ces marginaux, sans doute en dehors de la communauté de pensée nationale depuis longtemps, le peuple tout entier, le monde regardait la France les yeux emplis de larmes. Emmanuel Macron, qui a annulé son allocution, a quant à lui répondu présent face au drame que vivait le pays en son cœur. Le président s'est rendu à 2 reprises sur les lieux dans la soirée et s'est exprimé peu avant minuit avec exceptionnellement une grande dignité. Après avoir longuement félicité le travail des pompiers, il a adressé un message aux Français et aux catholiques. Alors je veux ce soir avoir, bien entendu avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures, dès les premières flammes. Je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu.
fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Après le temps de la constatation et de l'indignation va succéder la période de reconstruction. Le chantier qui sera mis en place devrait coûter des centaines de millions d'euros et le projet architectural pourrait donner lieu à des polémiques. Après le terrible incendie, succédera le temps de la reconstruction, une reconstruction coûteuse et qui pourrait durer plusieurs décennies. Très sensibles à cette catastrophe, des Français, mais pas seulement, ont rapidement voulu savoir à qui donner pour participer aux frais de rénovation et de reconstruction. La Fondation Notre-Dame et la Fondation du Patrimoine collectent déjà des fonds auprès des particuliers, devraient également se joindre au mouvement des entreprises dans le cadre du mécénat. La participation publique, elle, pose plus de questions. Tout d'abord car elle intervient un peu tard et vient d'élus finalement peu soucieux habituellement du patrimoine qui ne garantit pas des retombées électorales massives. Ainsi, le maire de Paris, Anne Hidalgo, promet 50 millions d'euros et son homologue à la région, Valérie Pécresse, 10 millions d'euros, une somme destinée à l'évêché pour les travaux les plus urgents. De grosses sommes vont également être déboursées par des milliardaires français. François Pinault, 100 millions d'euros, Bernard Arnault, 200 millions aussi pour la famille Bettencourt. Si certains, à l'image de Philippe Poutou du NPA, ont critiqué ces dons, la majorité de l'opinion a largement salué ces gestes qui s'avéreront bien utiles pour reconstruire l'édifice. L'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Aliagon, suggère pour sa part que l'État décrète Notre-Dame trésor national pour que les dons faits pour sa reconstruction bénéficient d'une réduction d'impôt de 90%. Le chantier pourrait aussi profiter d'aides en provenance d'organisations comme l'UNESCO et du soutien de nombreux États et donateurs étrangers. Les dons et aides de toutes parts ne devraient pas manquer, mais il s'agira de savoir comment rénover l'édifice. La structure de Notre-Dame aurait, semble-t-il, bien tenu. Le bois de la charpente, lui, paraît irremplaçable à l'identique puisque nous ne disposons plus d'arbres suffisamment grands, mais élaborer une toiture donnant la même silhouette est tout à fait possible. Le bois qui avait servi à la construction de l'édifice datait pour partie du règne de Charlemagne. Le projet architectural de rénovation sera quant à lui à observer de près quand on sait les capacités des autorités à dénaturer le patrimoine français. Reste que des précédents existent, comme avec la cathédrale de Nantes, détruite par un incendie en 1972, ou celle de Reims, détruite pendant la Grande Guerre. Et pour réussir au mieux la reconstruction, les travaux d'un historien de l'art du Moyen-Âge, Andrew Tallon, décédé en novembre dernier, pourraient s'avérer utiles. Cet Américain avait scanné tout l'édifice à l'aide d'un laser et d'un appareil photo sphérique. Les délais de reconstruction sont en l'état difficilement évaluables. Des spécialistes du secteur évoquent 15 à 30 années de travaux. Et alors que tout un pays se réveillait groggy, les questions demeurent sur les causes de l'incendie. Une enquête a été ouverte. Et face à la puissance du feu, l'incompréhension demeure. Pour l'heure, l'origine précise de l'incendie est inconnue. Une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. Le toit de la cathédrale Notre-Dame était en phase de rénovation depuis quelque temps et tout porte à croire que les premières flammes auraient pris dans les combles de l'édifice. Les enquêteurs ont déjà commencé à entendre les ouvriers du chantier. Face au désastre, la stupéfaction et le choc demeurent et les images prises d'un drone montrant la cathédrale rongée par les flammes de l'intérieur avaient quelque chose de tripal. Dans un contexte particulièrement difficile où de nombreuses églises et lieux de culte catholiques ont été profanés, certains commentateurs sur les réseaux sociaux se sont laissés aller à des conclusions hâtives sur un possible acte malveillant ou un attentat. Un mois plus tôt, l'église Saint-Sulpice avait effectivement été victime d'une tentative d'incendie volontaire. Dans ce contexte, il est compréhensible que des inquiétudes ou des suspicions surgissent, mais comme pour la reconstruction, seul le temps fournira des réponses. L'actualité en bref avec Floriane Jeannin. La mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, également victime d'un incendie. Lundi soir, pendant que la cathédrale Notre-Dame subissait l'assaut des flammes, l'un des bâtiments de la plus grande mosquée de Jérusalem a pris feu. L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers, mais son origine reste inconnue.
La Cour administrative d'appel de Paris annule la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Il y a 4 ans, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, l'État avait vendu 49,9% de ses parts au consortium chinois Quasi l'Europe. Les conditions légales de cette vente viennent donc d'être invalidées. Une nouvelle bataille devrait maintenant avoir lieu devant le tribunal de commerce. Si ce dernier confirme la décision, l'État devra alors rembourser les 309 millions d'euros de la vente des parts, lesquels sont actuellement estimés entre 450 et 500 millions d'euros. Un exemple qui pourrait faire école pour les aéroports de Paris. Voler gaiement avec Air France, à l'occasion de la Gay Pride de San Francisco et de sa petite sœur parisienne, la Marche des Fiertés, la compagnie aérienne organise un aller-retour dans les 2 villes fin juin. Lors du vol, une vente caritative d'objets sera organisée au bénéfice du Refuge, une association dont la mission est d'accompagner les jeunes gays, lesbiennes et transidentitaires en situation d'errance. Une initiative communautaire soutenue par l'association LGBT et Gay Friendly d'Air France et la fondation de la compagnie. Pour l'heure, on ignore quel type d'objet sera mis en vente et si les passagers devront justifier leur orientation sexuelle. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait genre. Pour la rentrée 2019, les étudiants pourront faire un master consacré aux études sur le genre. Après le certificat genre, un nouveau parcours qui suit l'Université de Bretagne occidentale qui proposait déjà un parcours discrimination, mention études sur le genre. Selon la Sorbonne, il s'agit d'un axe de recherche transversale avec un ancrage disciplinaire fort, une voie qui ne devrait pas faciliter l'insertion professionnelle. L'essayiste Alain Soral, condamné à de la prison ferme. Lundi, le tribunal correctionnel de Paris a pris la décision de condamner le polémiste à 1 an de prison ferme pour négationnisme, assorti d'un mandat d'arrêt. L'affaire remonte à 2016 et la publication d'un dessin du journal Chutzpah Hebdo sur lequel était inscrit « Shoah outé » en référence à une polémique de Charlie Hebdo après les attentats de Bruxelles. Les conclusions de l'avocat d'Alain Soral avaient été publiées sur le site Égalité et Réconciliation. C'est donc la publication des conclusions qui était concernée par le dernier jugement. Alain Soral a fait appel. Dans un instant, notre Zoom du jour, Thibaut Mercier est avocat. Il nous présente son ouvrage « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître », un ouvrage publié chez Pierre-Guillaume Deroux en partenariat avec l'Institut Iliade. Discriminer, ça veut dire distinguer. Donc cette borne représente ce qui nous distingue de l'autre, donc moi de l'autre, nous de vous. Et ça représente également une limite qui vient être mise à notre volonté individuelle, qui dans nos sociétés modernes est quasiment illimitée. Donc la sagesse des anciens était de savoir s'arrêter au bon moment, donc de ne pas tomber dans la démesure. Je pensais que c'était intéressant d'aller chercher chez les Grecs un peu de sagesse antique. Vous dites simplement discriminer, c'est seulement distinguer une chose d'une autre en fait, c'est choisir. Tout à fait, étymologiquement, discriminer ça veut dire distinguer, donc notre vie est faite de discrimination. Aujourd'hui, vous m'avez discriminé en me choisissant, voilà. Et vous avez discriminé négativement quelqu'un en ne le choisissant pas pour venir parler dans cette émission. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lann nous parle des mensonges autour des croisades. Il est temps, mes amis, de revenir sur un gros mensonge, une grosse fake news, comme on dit dans le jargon, les croisades. Ah, les croisades, cette agression du monde chrétien occidental contre le tout gentil, tout mignon monde musulman qui n'avait rien fait à personne. En gros, cette escapade purement raciste et intolérante visant à coloniser les terres arabes. Il y a juste un problème dans ce que je viens de dire, c'est tout en fait. Absolument tout ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui et absolument tout est complètement faux, qui plus est concernant la première croisade qui est la plus importante symboliquement. Bref, dans cet épisode, on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce qu'une croisade? Quand? Comment? Où? Pourquoi? Enfin tout ça quoi, histoire de remettre les choses à leur place parce que, croyez-moi, elles en ont bien besoin. Retrouvez aussi passé présent, Philippe Conrad reviendra sur les communistes en 39-45. Et tout de suite, vous retrouverez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. Mais avant, nous vous proposons de se quitter en écoutant le son du bourdon Emmanuel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cloche la plus célèbre du monde, d'où nous espérons entendre le son à nouveau le plus vite possible. Bonsoir.
campagne, on est frappé par le nombre d'hommes notamment, qui fréquentent les magasins de bricolage à la ville voisine, ou parfois les magasins de pièces détachées pour automobiles, le nombre de non-professionnels, j'entends. Hein. Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'ils cherchent à faire des économies. C'est évident et c'est légitime parce que les économies sont substantielles et que les gens n'ont plus d'argent. Sur la nature et sur l'importance des économies, j'ai gardé un exemple sous le coude, un exemple glané récemment en banlieue parisienne. C'est bonjour monsieur, le monsieur représente une grande enseigne de réparation rapide et je l'appelais au téléphone. Est-ce que vous pouvez me dire combien me coûterait chez vous une vidange filtre à huile pour une Ford Focus? Le type consulte son catalogue et vous dit 186 €. Bon, alors là, vous discutez même pas. Vous allez voir tout de suite une enseigne pour pauvres juste à côté qui vous dit vous achetez l'huile et le filtre dans la boutique, ensuite c'est 32 €. Donc, en gros, les 2/3 de moins. En campagne, ils sautent carrément l'étape de la deuxième enseigne, ils le font eux-mêmes, ils commandent leur filtre sur Amazon, c'est donc un quart du prix. Et le souci de l'économie est donc une partie de l'explication. Les hommes rôdent dans les magasins de bricolage parce que les artisans sont trop chers. Mais quelle est l'autre partie de l'explication? Eh bien, le bricolage et toutes les choses que l'on fait soi-même en exerçant sa mémoire, son imagination, parfois sa force physique, sont un dérivatif puissant de l'agressivité naturelle et sociale qui est principalement masculine. Ça soulage l'anxiété, ça oblige l'esprit à se mobiliser sur autre chose que le moyen de nuire à son voisin ou de le défier. Ça empêche les hypocondriaques de s'ausculter sans cesse. Donc on pourrait dire que la carte de fidélité chez Bricorama devrait être remboursée par la Sécu, sauf qu'il y a quelques observations récentes assez alarmantes. C'est par exemple qu'à supposer que j'ai raison, et j'ai tendance à croire que j'ai raison, on m'en voudra pas, toute l'évolution de la technique automobile, de la technique informatique, et même de la technique de l'outillage, et de la menuiserie et du carrelage va vers le moindre effort. Le tout déjà fait, le tout en kit, le déjà prêt. Et surtout l'inviolable, le scellé, le prêt à l'emploi, le prêt à être remplacé, le garanti annulé si vous touchez à ça. Donc finalement, vous ne touchez plus à rien. Enfin, et c'est là une autre observation, vous ne touchez à rien dans une certaine génération, nous dirons autour de 30 ans, parce que dans cette génération, vous avez été élevé dans un monde presse-bouton, même en campagne, même en milieu populaire, et que quand vous avez 30 ans, aujourd'hui, vous êtes bien plus enclin que par le passé à dire « laisse tomber, je ne vais pas plonger sous le capot ». La chose est particulièrement spectaculaire pour ce qui concerne l'informatique. Il y a 15 ans encore, les jeunes hommes de 17 ou 18 ans allaient acheter carte mère, composants, disques durs, ils vissaient tout eux-mêmes, ils trafiquaient le refroidissement et la vitesse du processeur. Eh bien aujourd'hui, les 2/3 d'entre eux veulent acheter une machine fermée sur laquelle ils n'interviendront pas, mais qui leur permet de jouer. Eh bien, de jouer à quoi? C'est là qu'on a le droit d'avoir des soupçons quant aux conséquences de tout ça sur la vie sociale. Eh bien, de jouer à affronter autrui, à défier sans cesse, non la technique, non la matière, mais l'adversaire. Ce qui est valable dans les jeux est valable dans la vie. Une part, hélas, croissante de la jeunesse masculine n'a plus de dérivatifs ou plus assez de dérivatifs dans la matière. Même les scooters sont fermés. On voit pas où sont les bougies ou ni le carburateur. Les cartes électroniques sont noyées dans de la résine. L'électronique d'ailleurs envahit toutes les voitures et il faut pratiquement présenter une carte magnétique pour les opérations les plus importantes. La revue technique, qui était autrefois la bible du réparateur de campagne, devient un truc qu'on trouve uniquement chez les bouquinistes. Le nôtre, Gustave, les achète d'ailleurs systématiquement dans les ventes parce qu'il sait que sa clientèle, les propriétaires de 306 par exemple, en raffolent. Donc conclusion, non, on ne va pas tout ramener aux gilets jaunes tout le temps, mais on peut quand même dire que dans le rejet d'une certaine société qu'on veut nous imposer, les gens ont très bien intégré ce que je viens de vous dire. Quand on n'a plus aucune initiative, quand on gagne juste de quoi manger, quand ce qu'on achète est déjà tout prêt, uniformisé, obsolète tout de suite, remplaçable sans être réparé, on est de plus en plus conscient qu'on devient soi-même remplaçable sans être réparé et qu'il y a un lien entre cette angoisse et la violence. Alors vous allez me dire, c'est ça votre conclusion? Ma conclusion, c'est que plus on garde la faculté d'organiser la matière, l'espace, le fonctionnement des choses autour de soi avec ses propres moyens, moins on a envie d'agresser autrui pour se définir.
Et à présent, la dernière conclusion que je vous réservais, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe autour de vous et voir si ce que je raconte est complètement stupide. Abonnez-vous, merci. S'il est un sujet dont on ne parle plus jamais, c'est celui du commerce extérieur de la France. Si l'on faisait un micro-trottoir auprès des ministres du gouvernement, des députés ou des sénateurs, nous ne serions pas déçus. À la question posée « Connaissez-vous le chiffre du commerce extérieur de l'année dernière ?» nous aurions invariablement des « Ah, bon, peut-être ». Enfin bref, personne ne sait dans la classe politique juger l'état du commerce extérieur. Et pourtant, le commerce extérieur est un des indicateurs économiques les plus importants pour juger de la qualité économique d'un pays. En effet, si le commerce extérieur est excédentaire, cela signifie que l'appareil de production nationale est puissant et permet d'exporter. S'il est déficitaire, cela signifie que l'appareil de production ne répond plus convenablement et que l'importation, massive souvent, est nécessaire. Qu'en est-il de la France ? Soyons clairs, notre situation, sur ce plan, comme sur tant d'autres d'ailleurs, est tout simplement catastrophique. Depuis le début du siècle, dans la joie et la bonne humeur, notre commerce extérieur est déficitaire selon les années de 40, 50 ou 60 milliards d'euros. Une véritable bérésina. Avez-vous déjà entendu Bruno Le Maire, notre sémillant ministre de l'économie et des finances, en parler? Si oui, dites-le moi, j'ai dû sauter l'information. Cela dit, n'en demandons pas trop à l'excellent Bruno. N'oublions pas que ministre de l'Agriculture et interrogé dans une émission télévisée, il avait avoué ne pas savoir qu'un hectare faisait 10 000 m². Dans ces conditions, comment pourrait-il vraiment comprendre ce qu'est le déficit du commerce extérieur? Mais revenons à nos moutons. Il y a une trentaine d'années, par exemple, notre commerce extérieur dégageait un excédent compris régulièrement entre 20 et 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, comme je l'indiquais, le déficit est de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros répétitivement chaque année, soit un écart ahurissant d'une centaine de milliards d'euros par rapport aux années 90. Pourquoi ce désastre? Essentiellement pour 3 raisons. Je m'arrête à 3 raisons, il y en aurait bien d'autres à évoquer bien sûr. Première raison, la création de l'euro nous a ôté un outil fondamental de pilotage de notre économie, à savoir notre monnaie nationale. Il n'est plus possible de rééquilibrer notre commerce extérieur par l'outil monétaire comme cela se faisait auparavant. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait que s'effondrer. Deuxième raison, les dirigeants politico-économiques des années 90 ont décidé que la production industrielle de notre pays n'avait plus d'intérêt, que l'Asie deviendrait l'Asie du monde et que nous serions désormais les champions de la seule économie de service. L'inénarrable Strauss-Kahn, lorsqu'il était à Bercy, ne cessait de le proclamer. Il était manifestement plus doué pour faire des galipettes dans les hôtels new-yorkais que pour piloter l'économie française. De cette folle idée économique, car cette idée économique était folle, il en est résulté que la production industrielle française s'est écroulée, ne représentant plus actuellement qu'1 sixième du produit intérieur brut de la France, contre 1 tiers il y a un demi-siècle. En revanche, si la France était devenue une économie de services championne du monde, cela se saurait. Troisième et dernière raison, l'immigration massive, essentiellement de peuplement et très peu de travail, implique que les besoins considérables qui en découlent ne peuvent être résolus que par des importations, l'appareil de production français ne répondant plus à la demande. De tout cela, il résulte que la situation du commerce extérieur français est catastrophique et n'a aucune chance de s'améliorer.
S'il y a des pilotes économiques dans l'avion France, nous avons au moins une certitude, avec eux, le crash est assuré. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.